Je suis originaire du Sahara, du désert algérien. Je suis né en 1938, donc bien avant vous. Et puis j'ai été dans une culture musulmane. Ensuite, j'ai été élevé par des Européens et donc je suis devenu européen, si on peut dire, de culture européenne, en Algérie. Et puis ensuite, j'ai quitté l'Algérie, je suis venu à Paris, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris. Et ensuite, je suis parti en Ardèche, dans le sud, j'ai rencontré une jeune fille. Depuis, nous nous sommes installés sur une ferme où nous pratiquons l'agriculture biologique. J'ai été ouvrier agricole et j'ai vu que, comme ouvrier agricole, je voyais que les agriculteurs utilisaient beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques, etc. Et donc j'ai choisi de travailler autrement et je suis devenu un agriculteur bio. Et puis depuis, je travaille sur une ferme. Nous avons eu 5 enfants avec Michel, ma compagne. Je suis allé en Afrique, travailler en Afrique, j'étais au Burkina Faso. J'ai travaillé pas mal au Burkina Faso pour transmettre aux paysans les méthodes agricoles qui leur permettent d'arrêter d'utiliser des engrais qui non seulement dégradent les sols, mais leur coûtent cher. Ouais. Voilà. Donc, il n'y aura pas moins de rentabilité pour ces paysans qu'ils ont pris les pesticides, donc il y a des pertes. Ah, ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher, oui. Et puis ça détruit ça coûte cher et ça pollue. Ça pollue beaucoup. Donc, et pour eux, c'était des gens qui gagnaient très peu d'argent finalement, parce que leur activité était surtout une activité de survie, c'est-à-dire qu'ils travaillaient surtout pour se nourrir. Et ensuite, on leur a demandé de travailler pour exporter. Ils se sont mis à faire du coton, des arachides, selon les pays, le cacao, etc. Tout ça, tout ce que nous recevons, le café aussi, ça vient souvent de ces paysans qui nous alimentent dans ces produits-là, avec ces produits-là. Mais ça leur coûte en fait, ils vendent très peu cher. Et eux s'appauvrissent avec toutes ces choses-là. Et du coup, à un certain moment, ils n'arrivent plus à se nourrir même. C'est arrivé qu'ils n'arrivent même plus à se nourrir. Donc mon rôle a été de leur apporter des méthodes qui ne nécessitent pas d'acheter des engrais, des pesticides qui coûtent cher, et qui en plus permettent une production bio, sans dégradation de la nature, des environnements. On les pousse aussi à reboiser, à lutter contre l'érosion des sols. Toutes ces techniques-là sont ce qu'on appelle les techniques agroécologiques que je leur ai enseignées. Et à partir de là, ils se sont retrouvés libérés des engrais, libérés de tout ça. Et du coup, leur économie et leurs sols se sont améliorés. On a eu des animaux, on a eu des arbres fruitiers, on faisait un peu de céréales, on faisait notre jardin, on faisait notre poulailler, on faisait tout ça. Et l'ensemble nous permettait de répondre à nos besoins. Le fromage que nous faisions, c'était le fromage de chèvre. On allait le vendre au marché. Et c'est avec cette vente au marché on gagnait de l'argent. Voilà, on gagnait de l'argent avec ça. Et tout le reste, notre nourriture, on tâchait de faire le maximum par nous-mêmes. Voilà, c'était comme ça notre économie. C'est pas seulement gagner de l'argent et acheter des trucs, c'est prendre, disons, essayer de faire le maximum de ce qui nous est nécessaire. Et on n'achète que ce que nous ne pouvons pas faire ou qui est insuffisant. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des années. Sophie, elle a créé le Hameau des Buis. C'est un lieu où il y a une vingtaine de maisons avec de l'architecture écologique. Il y a une école, il y a un collège. Elle a tout créé. Pour construire, il faut quand même des capitaux qui sont... Alors les capitaux sont venus de la part des gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent si je suis au chômage, j'ai plus de boulot, etc., qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais j'avais imaginé, moi, ce qu'on appelle les oasis en tout lieu, que les gens, au lieu de rester chacun seul face à son problème,
que les gens puissent se regrouper pour dire on peut peut-être organiser une vie commune. Voilà. Le hameau des Buis, c'est le premier prototype en quelque sorte, le plus accompli, disons, de ce qu'on appelle un oasis en tout lieu, puisque les gens se sont regroupés, il y a à peu près 40 ou 50 habitants dans ce hameau qui n'existait pas et qui a été entièrement créé par une architecture de terre, paille, bois, toute écologique à faible consommation d'énergie. L'architecture est faite de telle façon que les maisons sont bioclimatiques et elles sont fraîches l'été et elles nécessitent très peu de chauffage l'hiver. Disons que c'est un hameau qui pourrait être en fait complètement autonome. Voilà. Et là, il y a des gens, il faut dire, là, il s'est construit avec des gens qui ont amené leurs capitaux. Mais on peut construire aussi avec d'autres formules économiques, d'autres formules collectives de collecte financière pour pouvoir permettre aux gens qui ont qui n'ont pas autant de moyens de réaliser aussi. Vous ne pensez pas que ça peut faire peur aux gens qui ont toujours habité à la ville, de déménager, d'aller vivre à la campagne Il y a des gens à qui peut-être ça fera peur, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne fait pas peur du tout. On a reçu des stagiaires chez nous. Nos premiers stagiaires étaient 2 cadres de l'Observatoire de Meudon. Parce qu'ils voulaient avoir une vie proche de la campagne, proche de la nature. Donc ils sont transformés ils ont en fait monté une activité professionnelle, agricole, élevage, etc. pour pouvoir se rapprocher de la nature. Mais il y en a beaucoup qui demandent. C'est pour ça qu'il faut une politique nationale qui favorise l'accès à la terre. Une politique qui favorise les gens qui ont envie de s'installer à la campagne parce qu'il y a trop de monde dans les villes. Comme des aides financières. Donc, voilà. Les gens qui s'installent dans les campagnes, avec des capitaux. Absolument, les aider à s'installer, à construire leur maison, parce qu'autrement, trop de demandes de travail et pas assez pour tout le monde. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est en train de s'installer. C'est pas désespéré, mais il faut imaginer une autre façon de vivre. Si on reste dans la façon de vivre actuelle, ce sera très difficile. Mais si on imagine une autre façon de vivre, avoir son jardin, cultiver ses légumes, avoir son poulailler, etc. Et en même temps avoir une activité rémunératrice, qu'il faut imaginer, chacun, c'est possible. Mais compter sur un salaire pour tout régler, c'est-à-dire le loyer, enfin tout ce qu'il faut payer dans sa vie, il va falloir de plus en plus gagner de plus en plus d'argent pour arriver à répondre à ça. Ou alors on reste extrêmement modeste. C'est un problème de société. Nous, on a connu la société prospère, ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Bon, dans les 30 glorieuses, il y avait du boulot pour tout le monde. On perdait un boulot aujourd'hui, on en trouvait un le lendemain, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la jeunesse doit imaginer de mettre son énergie dans un autre plan de société. Mais il y a de l'espoir, mais pas dans ce plan-là. Et puis tous ceux qui sont dans ce plan-là aujourd'hui, qui ont du boulot, oui. Je vois à Paris, c'est un rythme tellement infernal pour avoir un salaire, quand tu as des enfants, c'est juste être pris dans un tourbillon qui te descend de toi-même. C'est pas une vie épanouissante non plus. Ça fait marcher l'ego, ça fait marcher le portefeuille et la roulette russe. Et voilà. Mais il y a un immense espoir, mais pas dans la logique actuelle. Parce qu'on est toujours dans toujours plus, mais jusqu'où on va s'arrêter toujours plus, on ne peut pas. La planète étant limitée, on ne peut pas dire à tout le monde toujours plus. C'est pas possible. Parce qu'on est même en train d'épuiser notre planète. Les poissons, il y a de moins en moins de poissons, on détruit les forêts, etc. Et on crée dans le monde de la pauvreté qui est jusqu'à ne pas manger, jusqu'à des enfants qui meurent de faim. Donc ça ne peut pas durer comme ça. Et tout notre travail à nous, c'est justement de proposer une autre façon de voir. Et bien sûr à notre niveau, c'est pas nous qui allons résoudre tout le problème de la planète, mais on recèle suffisamment de ressources
pour que tout le monde ait ce qu'il faut. Mais quand on est dans le toujours plus, à ce moment-là, ça fait au plan mondial des êtres humains hyper riches. À votre avis, combien il y a de milliardaires en dollars sur la planète? Pareil, 400 500. Et nous sommes combien? 6 milliards. Vous imaginez la disparité? Ben, ça veut dire que le modèle de société, il y a à peu près 1/5 de la population mondiale qui consomme les 4/5 des ressources. Donc ce qui veut dire c'est aberrant. Et on a des sociétés, notre société, elle a un gros défaut, c'est qu'elle gaspille. Il y a à peu près 30 à 40% de ce que nous produisons qui est à jeter. Quand on va en Afrique, dans les communautés africaines, il n'y a rien à jeter. Pourquoi? Parce que d'abord ils sont dans la précarité, et c'est quand même pas normal qu'on mobilise de l'énergie, de la matière grise, de la matière, etc., pour que 30 à 40% de ce que nous fabriquons soit jeté. C'est absurde. C'est pour ça qu'il faut revenir à quelque chose dont le souci premier, c'est de dire il faut absolument, et nous c'est notre démarche, notre préoccupation, c'est qu'on ne peut pas accepter que des enfants meurent de faim. La société ici nous conditionne à croire que les pays pauvres sont moins bien que nous. Non. Inconsciemment, ça s'inscrit à l'intérieur de nous. C'est important de pouvoir le voir. Bien sûr. Parce que c'est vraiment important de voir ça. Ouais. Et on est là à vouloir donner, les aider. On leur prend beaucoup et on leur rend très peu. Vous savez que jamais l'Europe n'aurait survécu s'il n'y avait pas eu la colonisation, s'il n'y avait pas eu les ressources du tiers-monde qu'on amène. Donc c'est pour ça que la première chose, c'est pas de dire, parce que si on leur prend et ensuite on leur amène, c'est ce qu'on appelle la politique du pompier pyromane. On met le feu et ensuite on prétend l'éteindre. En fait, ce qu'il faudrait d'une certaine sorte, c'est que ce soit ces pays en développement ou pauvres qui nous apprennent à arrêter de gâcher et plus partager. Ben, on peut l'apprendre tout seul, arrêter de gâcher. J'ai écrit un bouquin que j'ai appelé La sobriété heureuse. Là, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce bouquin? C'est d'expliquer qu'on est dans l'abondance et on prend des anxiolytiques pour être heureux. Donc on devrait être heureux naturellement. Quand je vais dans des peuples qui n'ont pas grand-chose, ben, ils passent leur temps à chanter, etc. Alors comment se fait-il qu'eux, ils arrivent à être heureux en n'ayant pas grand-chose, et que nous, on est malheureux et tout le temps déprimés, tout le temps mal foutus, tout le temps en train de prendre des anxiolytiques pour être heureux? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que la joie, le bonheur n'est pas lié à la matière, il est lié à autre chose. Bien sûr, si on n'a rien à bouffer, on ne peut pas être heureux. Et aujourd'hui, il faut arriver à discerner ce qui est vraiment indispensable par rapport à ce qui est superflu. Et aujourd'hui, la société souffre du fait qu'il y a d'un côté des gens qui ne sont pas forcément profondément heureux. Parce que nous battons les records de consommation des anxiolytiques. Comme on n'est pas heureux, alors on avale des trucs pour avoir l'impression d'être heureux. En fait, moi, je préfère la joie réelle. Vous connaissez la petite histoire d'un pêcheur qui est en train de... Voilà, il fait sécher ses filets, il est tranquille. Il a sa barque à côté, il a fini son boulot, donc il se repose. Et puis il y a un type qui passe et qui le regarde et qui lui dit Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Il dit oui. Oh, mais elle est petite. Il dit, il pourrait y en avoir une plus grande quand même. Il lui dit, et après, ben, vous allez pêcher beaucoup de poissons, vous pourrez en acheter une encore plus grande. Et après, eh ben après, vous achèterez encore une plus grande, vous allez embaucher des gens, et après vous vous reposerez. Et ben c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait, ce désir, le désir permanent est anti-bonheur. Parce que à partir du moment où on n'est jamais satisfait, on ne peut jamais être heureux. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on dit tout ce qu'il me faut. J'ai quoi? J'ai l'essentiel. En fait, on court après le bonheur qu'on ne peut pas rattraper. Alors qu'on peut l'avoir. Enfin, c'est ma philosophie. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je... En 1960, il y a eu les premières critiques contre la société de consommation. Oui. Est-ce que vous faisiez partie de ces personnes qui se révoltaient contre cette société-là?
J'étais pas officiellement inscrit comme révolté, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'il y avait une prospérité extraordinaire. Mais seulement cette prospérité, on oubliait que c'était le tiers-monde qui payait. On allait chercher de la matière première pas chère, etc. Même le pétrole était pratiquement bradé. Au XVIe ou XVIIe siècle, les voyageurs, vous disiez, on circulait en Europe et il y avait des tribus. Des gens qui avaient leur propre langue, qui avaient leur façon de s'habiller, qui avaient leur façon de construire leur maison, etc., qui étaient des ethnies en quelque sorte, qui avaient imaginé leur façon d'exister. Et avec la modernité, on a dit, mais vous êtes des arriérés, donc il faut que vous soyez modernes. Comme ça qu'on a dit aux paysans, tu es un arriéré, donc il faut que tu viennes exploitant agricole. Et le paysan est devenu exploitant agricole et il s'est mis dans le piège où il a enrichi les marchands d'engrais, les marchands de tracteurs, il a enrichi tout le monde, mais lui, c'est appauvri. Et nous, on a lutté contre tout ça. Et quand nous avons décidé de retourner à la terre, c'était, nous voulons retrouver la beauté de la nature. Et c'est pour ça qu'il y avait pas mal de fermes à vendre, mais nous, on a choisi une ferme qui n'avait pas d'eau à l'époque. Il y avait très peu d'eau, pas d'électricité. On est resté 13 ans sans électricité. Pas de téléphone bien sûr, hein, ça c'était complètement exclu. La terre avec beaucoup de cailloux, des chemins difficiles. Et quand nous sommes allés dire au Crédit Agricole pour emprunter, pour dire prêtez-nous pour acheter la ferme, les Crédits Agricoles ne voulaient pas nous prêter. Parce qu'ils disaient on ne veut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Parce qu'ils ne comprenaient pas que nous, ce qui nous a séduit dans ce lieu, c'est justement ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire la beauté. Voilà, la beauté, c'est extraordinaire. Voir un paysage qui est beau, voir un environnement qui est beau. Ben, nous avions ça. On avait le silence, on avait la beauté, on avait l'air pur, on avait tout ça. Et ben, ça a compté beaucoup plus que simplement le côté matériel. Vous avez essayé de faire l'agriculture dans le Sahara? Pas dans le Sahara, mais dans le Sahel. Oui, j'ai fait de l'agriculture pour aider les paysans du pays, parce qu'eux, ils sont dans une zone en désertification. Et donc, dans ces pays, la bande sahélienne, elle est entre le grand désert de sable qui avance et qui désertifie de plus en plus. Et la forêt tropicale verte qui recule. Donc ce qui veut dire qu'il y a une voie de... Donc il y a une voie... C'est en fait la désertification qui s'étend. Vous voyez ? Donc dans ces lieux-là, il y a des populations. Et ces populations, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient leurs terres partir par le vent, ensablées, leurs terres disparaître petit à petit chaque année par érosion. Les pluies, quand elles tombent, elles sont extrêmement violentes et elles emportent donc la terre. Et ces gens-là, ils sont là en survie. Parce que imaginez qu'il n'y ait plus de végétation, qu'il n'y ait que du sable, etc. Alors ils contribuent à la désertification parce qu'ils déboisent beaucoup pour fournir les villes en bois. Ils ont trop de troupeaux. Quand il y a trop de troupeaux, il y a un déséquilibre entre la capacité du milieu à nourrir. Et si vous mettez trop de bêtes à nourrir, évidemment, elles désertifient aussi. Donc il y a ces trois facteurs. Il y a une modification climatique. Les pluies deviennent rares, de plus en plus rares parce que l'espace est dénudé. Donc comme vous avez un espace désertifié, il se passe un phénomène qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire que l'ensoleillement, au lieu de pénétrer dans la terre et dans l'environnement parce qu'il y a des arbres, etc., il se reflète dans l'atmosphère. À ce moment-là, vous n'avez plus de pluie. Pourquoi ? Parce que le phénomène de condensation. Et donc, dans ces conditions-là, le désert s'installe de plus en plus, les pluies sont de plus en plus rares, et donc l'homme participe à la désertification de son milieu. Ce qui a évidemment des effets atmosphériques sur l'ensemble de la planète. La nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature, puisque nous sommes arrivés, quand on prend 24 heures de la vie de la Terre, nous sommes que 1 minute à 2 minutes
dernière, rien du tout. Jusque-là, la nature n'avait pas eu besoin de nous. Donc elle peut parfaitement se passer de nous de nouveau. Le problème de l'humanité, c'est que nous sommes en train de contribuer nous-mêmes à notre propre exclusion de la vie, à la destruction de la vie. Et c'est là le gros problème. Vous pensez qu'il y a des croissances? Et le système, hein, c'est la seule. C'est la seule. J'ai eu affaire à des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on me dit? Ils sont venus pour un stage dans une de nos organisations. Et tous disaient, mon entreprise va bien, mais moi je ne vais pas bien. J'ai réussi avec mon entreprise, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Aujourd'hui, il faut réussir sa vie. Je m'en fous de réussir économiquement, je préfère réussir ma vie. Et ils sont tous malheureux parce que ils étaient tous malheureux parce qu'ils ont bien réussi au point de vue économique, mais ils étaient déprimés, ils étaient mal en point, etc. Et donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se pose la question sur qu'est-ce que le bonheur. Et le bonheur est la richesse suprême. Et le bonheur, personne ne peut l'acheter. Personne. C'est ça ma philosophie. C'est qu'en fait, on est sur Terre pour être heureux, on n'est pas sur Terre pour dérouiller.